Le climat se dérègle, les saisons ne répondent plus, les inondations font ravage, les récoltes échouent. Mais derrière les catastrophes naturelles, il y a les responsabilités humaines. Derrière les discours écologiques, il y a peut-être des intérêts économiques. Et derrière les promesses de transition, il y a parfois des rapports de force. L'Afrique est le continent qui pollue le moins au monde, mais elle est comptée parmi les plus touchés. Alors une question se dégage. On fait face à une crise climatique ou alors une nouvelle reconfiguration des rapports de domination à l'échelle mondiale? Aujourd'hui, avec l'expert Tamno Janou, nous allons dépasser le slogan écologique pour interroger les responsabilités, les intérêts et la manière dont la gouvernance climatique mondiale peut aussi dessiner les équilibres de pouvoir au détriment des plus vulnérables. Bienvenue sur le Politiste. Bonsoir, M. Tamno Janou. Bonsoir, M. Simon Lionel Tadonsa. On se revoit encore. On se revoit encore. C'est toujours un plaisir de vous revoir et d'échanger avec vos internautes. Le plaisir est partagé. Comment vous vous sentez ce matin, ou ce soir, ou cet après-midi? Tout dépend de ceux qui nous regardent. Ça peut être le matin ou le soir. Le climat est en train de changer, quoi, si vous m'avez compris. Bien, je me sens heureux d'être là, même si les occupations de la vie nous tiennent, mais c'est toujours un plaisir. Je me sens heureux chaque fois que je sais que je serai sur votre plateau et que je serai en communion avec l'ensemble de vos internautes. C'est toujours un régal sans égal pour moi. Ok, merci beaucoup. Les internautes, justement, il y a beaucoup de questions qui sont posées en commentaire. Nous allons prendre le temps de répondre cela de manière personnalisée pour chacun. Déjà, nous remercions tous ceux qui nous écoutent depuis le Congo, depuis la Côte d'Ivoire, depuis la Tanzanie, depuis le Tchad, depuis la RCA, bref, depuis toute l'Afrique ou bien depuis tous les Africains qui nous regardent à travers le monde entier. Nous avons vos questions, nous vous suivons dans vos commentaires. Nous allons prendre le temps de répondre cela. Aujourd'hui, avec M. Tamno Janou, nous allons parler d'une thématique qui semble banale, mais est au cœur des conflits actuellement dans le monde entier, changement climatique. Ouais. Qu'est-ce que ça vous dit? Bien, quand vous entendez changement climatique, d'entrée de jeu, ça vous fait penser à quoi? Ça nous fait penser au plus grand défi de l'humanité actuelle. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur la question. Bon, ouais. D'entrée de jeu déjà, de manière simple, s'il faut donner une définition que la grand-mère du village peut comprendre, c'est quoi le changement climatique? Pour que la maman du village comprenne, c'est un peu compliqué, mais je vais faire cet effort de davantage synthétiser. Mais je suis sûr que vous me permettrez de... Oui, parce que... Peut-être vous voulez pour l'instant juste une petite phrase pour que tout le monde comprenne. Après, quand même, il faudra... La maman, ses saisons sont en train de changer. Elle faisait son maïs à une période. Ce n'est plus la même période. Son maïs se gasse au champ parce que elle aimerait comprendre en une phrase, comme ça, sans toutefois entrer dans la science. Il faut définir changement climatique. Tu dirais que c'est quoi, par exemple? Je dirais à cette maman... Il ne faudrait pas qu'on associe simplement la maman, le sexe féminin, à tout ce qui est agricole. Donc, à tous ceux qui sont en campagne, qui sont dans des coins reculés, ou même ceux qui simplement n'ont jamais entendu parler de changement climatique. En une phrase, on dirait que le changement climatique, c'est un peu un phénomène qui fait que l'habitude que nous avions avec le climat, les observations qu'on avait, les temps, saison sèche, saison pluvieuse, hiver, été, catastrophes, le changement climatique un peu résume le fait qu'il y ait un changement profond dans tout ce système-là. Il ne pleut plus au moment où on attendait, il ne fait plus chaud au moment où on attendait, les inondations sont de plus en plus régulières, des phénomènes qu'on appelle à un moment donné un peu rares, deviennent de plus en plus réguliers. Dans le changement climatique, c'est tout cet ensemble profond-là de transformation qu'il y a dans ce que nous observons chaque jour en termes de climat. Ok. Moi, j'ai compris déjà. Oui. Nous sommes dans un programme un peu scientifique et donc il faudrait... On va arriver peut-être à la définition scientifique plus tard. Ou alors maintenant, si on peut commencer par là directement. Scientifiquement parlant, le changement climatique, c'est quoi? Bien, scientifiquement parlant, il est difficile de donner une définition... Précise? Pas précise, mais en une phrase. Ok. Donc, la meilleure façon de définir le changement climatique, c'est de comprendre en fait comment il fonctionne, ce qui s'est passé. Donc, en définissant, en expliquant ce qui s'est passé, chacun pourra faire une définition en une phrase s'il le veut.
Donc, vous allez permettre que je prenne 2 ou 3 minutes pour expliquer un peu c'est votre plateau, vous êtes toujours la bienvenue. Merci. Donc, le changement climatique, qu'est-ce que c'est? Vous avez dans le système de planètes, le système solaire, je pense comme ça qu'on l'appelle, vous avez un ensemble de planètes qui gravitent autour du Soleil. Avant d'entrer dans cette explication de manière plus approfondie, je voudrais que ça relève beaucoup plus du domaine de la science exacte, des sciences du climat. Donc, je vais m'essayer dans cette explication scientifique. Donc, je demande à nos internautes d'être un peu, comment dire ça, de nous comprendre ou d'être patient. Voilà, d'être patient et de ne pas totalement me tenir rigueur, parce qu'on est dans un domaine purement scientifique, mais je vais faire cet effort de restituer les faits de la science climatique. Donc, la planète Terre, qui est la seule dans le système solaire à être habitée, parce que c'est la seule pour l'instant dont la vie est possible. Alors, donc la planète Terre vit dans un espace, se trouve dans un espace dont la température globale est de moins 273 degrés Celsius. Moins 273 degrés Celsius. La température dans l'espace. Cela voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'en principe, la planète Terre, je dis bien en principe, on va comprendre pourquoi je dis en principe, notre planète Terre devrait être une planète dont la température devait tendre dans l'ordre de moins 273 degrés. Moins 273 degrés, c'est-à-dire que c'est extrêmement froid. Et sous une telle température, la vie ne serait simplement pas possible. Donc, pour que la vie soit possible, nous avons donc la chance que la main invisible, ce que j'appelle la main invisible, en fait, Dieu, a créé c'est vrai que ça peut être un peu paradoxal de donner une explication climatologique avec Dieu. Mais bon, nous sommes chrétiens, nous sommes croyants, peut-être pas chrétiens, enfin. Nous sommes scientifiques aussi. Nous sommes croyants, nous sommes d'abord croyants avant d'être scientifiques, même si c'est un programme qui se veut scientifique. Donc, ce qui va se passer, c'est que nous allons avoir le soleil qui va donner une source de chaleur à la planète Terre. Donc, la planète Terre va recevoir du soleil cette chaleur, sauf que lorsqu'elle reçoit du soleil cette chaleur, elle va s'échauffer pour que la vie soit justement possible. Elle va donc s'échauffer. Mais lorsqu'elle va s'échauffer, elle va renvoyer vers l'espace la chaleur qu'elle a reçue de la Terre. Le problème, c'est que si la planète Terre renvoie toute la chaleur qu'elle reçoit vers l'espace, on revient quasiment à la case du départ. La Terre sera toujours un peu plus froide. On sera dans l'ordre de pratiquement moins 18 ou moins 15 degrés Celsius, entre moins 15 ou moins 18 degrés. Si la Terre renvoyait totalement ce qu'elle recevait, du moins ce qu'on appelle la réflexion de la Terre va réfléchir l'énergie solaire, le rayonnement solaire qu'elle a reçu vers l'espace. Donc, comme je l'ai dit, si on reste dans un tel système, la Terre reste toujours une planète, risquerait d'être une planète dont la vie n'est pas possible. Qu'est-ce qui va donc se passer? Il va se passer que dans l'atmosphère, il va avoir comme une forme un phénomène qui va capter, qui va piéger une partie du soleil, du rayonnement solaire qui est renvoyé vers la Terre. Donc, lorsque la Terre a reçu le soleil, qu'elle s'est échauffée, elle renvoie une partie de ce soleil, de cette chaleur vers l'espace, mais l'atmosphère va capter une partie de ce soleil qui est renvoyé vers l'espace. Et c'est donc en captant une partie de ce soleil-là que la Terre va pouvoir maintenir une température vivable, chaude, qui peut être de l'ordre justement de plus 15 degrés ou de 13 degrés de moyenne générale sur globale à la planète Terre. Donc, le fait que la Terre capte, autant pour moi, le fait que l'atmosphère capte une partie de l'énergie solaire qui est renvoyée par la Terre vers l'espace, le fait que l'atmosphère capte ça va être appelé effet de serre. Effet de serre. La Terre, l'atmosphère capte une partie de cette chaleur qui nous permet justement de vivre. OK. Donc, et dans cette partie, dans ce phénomène d'effet de serre, il y a certains gaz dans le phénomène qui sont responsables de capter cette chaleur-là. Les gaz-là sont ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Dans le phénomène de serre, c'est le phénomène qui capte la chaleur, qui piège, qui capte la chaleur. Et dans ce phénomène, vous avez des acteurs, dont les gaz à effet de serre, qui vont justement permettre à cet effet de serre de fonctionner. Vous comprenez donc que l'effet de serre est bien pour l'être humain, pour la vie sur Terre. Donc, alors, les gaz qui sont émis, les gaz qui permettent le phénomène d'effet de serre, les gaz qui permettent ce phénomène-là sont les gaz comme le dioxyde de carbone, les vapeurs d'eau, le carbone lui-même, le NFC. Donc, c'est un ensemble de gaz comme s'ils sont nombreux
qui vont être renvoyés vers l'atmosphère. Ces gars-là viennent principalement de vous, toi, moi, nos internautes, l'homme simplement, des êtres vivants, des forêts. Ouais. De l'action humaine en général. Au-delà de l'action humaine, des forêts. Parce que vous avez les arbres qui vous rejettent dans l'atmosphère le dioxyde de carbone, le CO2. Et donc, c'est ce dioxyde de carbone qui remonte dans l'atmosphère et piège la chaleur pour permettre à la Terre de rester chaude. Avec une température ambiante. Avec une température ambiante. Vous avez aussi les océans. Quand il y a, par exemple, le soleil qui frappe sur l'océan, l'océan s'évapore, l'eau s'évapore, donc les vapeurs d'eau remontent, etc. Et il y a un phénomène d'équilibre. Parce qu'en réalité, quand les arbres, les forêts, les océans, les cours d'eau renvoient vers l'atmosphère les gaz à effet de serre, ces mêmes gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils sont saturés, ils rentrent encore vers les océans sous forme d'eau, sous forme de pluie, ils rentrent encore vers les arbres. Donc, il y a ce phénomène cyclique-là qui permet justement ce qu'on appelle l'équilibre climatique. Okay. Oui, donc, les gaz à effet de serre sont envoyés par océans, forêts, etc., vers l'atmosphère. L'atmosphère les capte, se réchauffe et après les renvoie. Il y a ceci-là qui permet l'équilibre climatique. Sauf qu'à un moment donné, il va se passer que on va émettre beaucoup plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, beaucoup plus de gaz à effet de serre, au-delà de ce qu'on avait normalement, au-delà de ce qu'il y avait l'équilibre. Donc, l'homme, par son activité, va produire beaucoup plus de gaz à effet de serre. Cela voudrait dire que finalement, on aura beaucoup de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et donc on aura beaucoup plus de rétention de chaleur. Donc, l'équilibre climatique dont je venais vous expliquer va être rompu. Ce phénomène va être appelé le phénomène de forçage radiatif. Pour expliquer, comme vous avez dit tout à l'heure, en français plus facile pour nos internautes, on va prendre l'exemple dans certains pays, vous avez, dans certaines régions, il fait extrêmement froid, dans les pays sous-développés, enfin, les pays en développement, vous avez, pour lutter contre le phénomène du froid, des personnes vont construire leur maison avec le papier, c'est la terre. En terre cuite. La terre cuite. L'idée, c'est que la terre cuite peut conserver beaucoup de chaleur. Vous comprenez? Donc, maintenant, il peut arriver qu'on a tellement dosé la quantité de terre cuite que finalement, elle retient beaucoup plus de chaleur. Et donc, vous trouvez dans une situation dans votre maison où la maison chauffe trop. Voilà, en fait, tout ce que j'expliquais, voilà donc ce qui se passe avec les changements climatiques. Donc, finalement, la Terre se réchauffe beaucoup plus vite, la température s'élève. On a rompu l'équilibre. Donc, ce qu'on appelle en réalité changement climatique, le mécanisme qui se cache derrière. Bien entendu, cela a beaucoup d'impact et de conséquences. Parlons donc d'impact et de conséquences. Quand on était petit, les tornades, c'était très rare. On pouvait les suivre peut-être une fois sur 2 ans, des grandes tornades. Mais de nos jours, c'est pratiquement tous les mois, Katrina, donc tout ça. Donc, pourquoi on observe davantage des phénomènes d'inondation, des phénomènes de sécheresse et les vagues de chaleur actuelles dans le monde entier? Oui, ça rentre dans l'ordre des impacts du changement climatique, tel que je vous disais. Vous observez justement ces phénomènes-là parce qu'il y a un réchauffement de la planète. La planète réchauffe beaucoup plus et d'après ce que les scientifiques, d'après le consensus scientifique sur ces questions, on va avoir aujourd'hui beaucoup plus d'événements qui existaient déjà, mais de manière plus régulière et plus violente. Donc les tornades, parce qu'en réalité, lorsque vous avez un réchauffement climatique, vous avez, comme je l'ai dit, la température qui augmente. Cela voudrait dire qu'il y aura des coins très chauds. Cela voudrait dire que vous allez avoir le niveau de l'eau qui augmente. Donc, le niveau de l'eau va atteindre, d'ici 2050, 1,5 mètre au-dessus de la Terre. Donc, l'eau est plus élevée en termes d'altitude que la Terre. Vous avez, d'ici 2100, on aura peut-être pratiquement 15 mètres au-dessus. Vous comprenez qu'il y a des coins qui vont être inondés. Quand vous parlez du phénomène d'inondation. Donc, voilà, ça fait partie des impacts du changement climatique. Vous avez énormément de phénomènes qui seront comme ça, qui vont se répéter. Quand on dit que la planète se réchauffe plus qu'elle ne devrait, vous comprenez que vous aurez de l'avancée du désert. Ouais. Voilà, donc certainement, je reprenais d'abord votre question ponctuelle. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on a des phénomènes beaucoup plus violents aujourd'hui? Ça fait partie des impacts du changement climatique. Et ce phénomène de changement climatique, est-ce qu'on peut déjà l'observer ou est-ce qu'on l'observe déjà au niveau de l'Afrique? On l'observe partout dans le monde. On l'observe partout dans le monde. On l'observe aussi
en Afrique. Et le phénomène ira de manière croissante. Comment est-ce que vous l'observez en Afrique? Comment est-ce que vous l'observez dans le monde? Parce qu'en réalité, les changements climatiques ne choisissent pas à la base une zone où ils frappent en termes d'impact. Donc, ils vous frappent tous si on connaît à peu près quelles sont les manifestations. Donc, au nombre de ces impacts, en fait, c'est vrai que vous pouvez avoir des Africains ou des jeunes Africains ou des jeunes je ne sais où qui vous diraient ben, changement climatique, ce n'est qu'un slogan à la télévision. On n'en voit pas, on ne le voit pas réellement. C'est pas palpable. Ben, en fait, c'est parce que très souvent, ceux qui le disent vivent au centre de la ville. Ils vivent au centre. Ils ne sont pas dans les pays, ils ne sont pas dans les campagnes. Mais celui qui est dans la campagne... D'entrée de gens parlaient de ça, les gens des campagnes qui font des activités agricoles. Vous l'avez précisé, que vraiment, c'est eux qui subissent beaucoup plus cela. Voilà, on verra. Et d'ailleurs, c'est un élément qui est assez important. Vous vous rappelez, quand on avait les 3 premiers numéros sur les élections, et qu'on disait qu'une campagne électorale, ça se gagne. On travaille. En campagne. En campagne, vous vous rappelez, on disait bien que c'est en campagne. C'est là-bas qu'il y a la plus grande population électorale. C'est là qu'il fallait chercher les voix. Mais quand vous allez donc justement pour gagner les voix, pour offrir, parce que c'est ça la campagne électorale, c'est ça gagner une élection. C'est un commerce en réalité. Vous dites au potentiel électeur, voilà ce que je vous offre. Et en retour, ce que j'attends, le prix, c'est votez-moi. Donc, allez dans cette campagne et expliquer aux réalités aux gens que le phénomène que vous vivez aujourd'hui, ça, c'est le changement climatique. Et j'ai certainement une solution pour ce changement climatique. Et vous aurez des voix. Donc, pour revenir à la question dont vous posez, pour mieux comprendre les effets, ça se vit, le changement climatique se vit en Afrique, il se vit dans nos campagnes. Comment? Au nombre des impacts du changement climatique, je vais vous donner 3 ou 4 rapidement. Vous avez la baisse des récoltes. Ça veut dire quoi? On a dit tout à l'heure que le changement climatique, c'est la rupture de l'équilibre thermique, de l'équilibre climatique, et dont la température est plus élevée. Et donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez dans... Simplement, il fait plus chaud dans certains coins. Et comme il fait plus chaud dans certains coins, il y a le risque que le sol perde son eau. Et si le sol perd son eau, cela voudrait dire que nos récoltes vont perdre en termes de rentabilité, en termes de production. Je vais vous donner quelques chiffres lorsqu'on parle, par exemple, des impacts en termes de baisse de rendement, de baisse de récolte. D'après l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, 800 millions de personnes souffrent aujourd'hui de la faim dans le monde. Parce que quand on parle de baisse de récolte, on tend vers la famine. 800 millions de personnes vivent aujourd'hui de famine dans le monde. Au cours des 2 prochaines décennies, on estime que la production agricole mondiale diminuera de 50 millions de tonnes. Je rappelle que je suis en train de lire ici les travaux de François Germain, qui a sorti un livre en 2021 sur la géopolitique du climat. Donc, je vous donne quelques citations, notamment ce que je cite peut se trouver dans la page 50 de son article. Et donc, il dit que la production agricole mondiale diminuera de 50 millions de tonnes. Il continue. Certaines régions d'Afrique perdant jusqu'à la moitié de leur récolte. La moitié? La moitié. Ce qui devrait engendrer la hausse des produits, des prix agricoles de 20% environ. Et c'est sur la baisse des récoltes. Mais ce n'est pas tout. En Afrique subsaharienne, environ 1 ménage sur 2 dépend économiquement de l'agriculture de subsistance, très vulnérable à toutes. Vous comprenez donc? En Afrique subsaharienne, 1 personne sur 2. Ou même pas 1 personne sur 2, 1 ménage sur 2. Ça peut être un ménage de 10 personnes, de 20 personnes. Vous savez qu'en Afrique, les familles sont nombreuses. Ouais, sont nombreuses. Donc, on vit en Afrique principalement, 1 ménage sur 2, 50% vit principalement de l'activité agricole. De l'activité agricole. Et on dit bien de subsistance, c'est-à-dire qu'ils ne vendent même pas. Même pas, c'est pour manger. Donc, produit pour manger. Pour consommer. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, ça se vit déjà en Afrique. Donc, si vous allez interroger nos parents, nos cousins, nos cousines, nos frères, ceux qui sont dans les campagnes, ils vous diront qu'ils ressentent déjà ça. C'est pas pour demain, c'est là. Actuellement, il y a déjà cette famille. Voilà. Donc, un autre phénomène, un autre élément important, c'est celui de santé publique. On a fait déjà la baisse des récoltes, du niveau des récoltes. Un autre deuxième élément qui se vit déjà en Afrique du fait du changement climatique,
c'est le phénomène de l'enjeu de santé publique. Pour ceux qui sont en Afrique subsaharienne et qui y ont de la famille, ils vous diront qu'il ne se passe pas un mois sans qu'un membre de la famille ne pleure de malaria ou de paludisme. Il y en avait déjà 7. Mais le phénomène va de plus en plus grandissant. Pourquoi? Parce que justement, le changement climatique, c'est simple. Il y a des microbes, des bactéries qui ne vivent que grâce à la sécheresse, grâce à un climat chaud. Donc, plus le climat est chaud, plus certaines maladies se développent. Ou alors, plus ce climat est froid, plus certaines maladies se développent. Vous aurez aussi des maladies respiratoires. Donc, c'est l'un des impacts aussi de plus importants en Afrique. Alors, on a déjà fait des catastrophes naturelles et violentes. Et il y a quand même un élément que je voudrais encore rappeler au-delà de la migration. Ceux qui sont déjà aussi en Afrique peuvent vous dire que de plus en plus, les gens se déplacent. Parce qu'il devient difficile. Si, cela va d'abord de soi. Si on était dans un environnement où on tirait notre subsistance grâce à l'agriculture et que justement à cause du changement climatique, la terre devient plus sèche et que ma baisse agricole se manifeste, il faut mieux que j'aille ailleurs, je me déplace. Donc, voilà, vous avez ce problème de migration, mais vous avez aussi, au-delà de la migration, vous avez des questions de sécurité. Et je le disais... Expliquez-nous un peu. Pardon? Question de sécurité. Oui. OK. Donc, le changement climatique a un impact sur la sécurité mondiale ou la sécurité humaine? Les deux. Okay. Sécurité humaine, déjà, lorsqu'on commence à dire qu'il y a des inondations, lorsqu'on commence déjà à dire qu'il y a la baisse des récoltes, lorsqu'on commence à dire qu'il y a de l'eau qui devient de plus en plus rare parce que la sécheresse, c'est déjà un problème de sécurité humaine. Cela voudrait dire que les personnes qui font face à l'inondation, où est-ce qu'elles vivront? Des personnes qui avaient une relation particulière avec leur terre pour produire leur nourriture. Lorsque la terre ne produit plus, qu'est-ce qu'elles deviennent, ces personnes-là? Comment est-ce qu'on fait? Donc, ça déjà, en termes de sécurité humaine, il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème. Le chômage qui s'ensuit, etc. Alors, si vous prenez aussi la sécurité en termes de conflit, mais là aussi, il y a problème. Je vous prends un cas simple. Au nord du Cameroun, par exemple, en région de l'extrême nord du Cameroun. Il y a une partie déjà déserte là-bas, mais avec le changement climatique, le désert ne fait que s'avancer et l'eau devient de plus en plus rare. Vous avez donc des éleveurs qui ont besoin d'eau pour leurs troupeaux. Vous avez des agriculteurs qui ont besoin d'eau pour leur culture. Ben, l'eau devient rare, qu'est-ce qui se passe? Le troupeau des éleveurs va se déplacer pour chercher de l'eau naturellement. Et ensuite, parce qu'ils vont sur les terres des agriculteurs. Et il se passe quoi? Conflit. Ils bouffent les plantes des agriculteurs pour survivre. Et ça crée des conflits entre des peuples. Je suis à l'intérieur du pays. Je ne suis pas encore entre États. Je suis à l'intérieur. Sinon, entre États, on verra. Les impacts sont aussi importants en termes d'État. Ces impacts sont là. Je l'ai dit, le niveau. Donc, clairement, pour que ce soit visible, pour dire à nos frères qui nous écoutent, pour dire que c'est visible déjà, allez dans les périphéries et vous verrez qu'il y a des populations, même sur vos marchés, les produits agricoles commencent à devenir plus chers. Certains rares. En fait, chers, pourquoi? Parce qu'ils sont rares. Rares, pourquoi? Parce que ça ne sort plus trop dans nos terres. Pourquoi? Changement climatique, conflit, déplacement, etc. Augmentation du degré de maladie, etc. Voilà donc quelques impacts du changement climatique qui sont déjà visibles. Si la crise est désormais donc visible et tangible, alors elle n'est plus fatalité abstraite. Elle résulte de choix précis, de décisions identifiables. La question n'est donc plus seulement climatique, elle devient donc politique, qui porte la responsabilité. Car derrière ce phénomène climatique, il y a des choix économiques, il y a des trajectoires industrielles, il y a des décisions politiques. Historiquement, qui est responsable du changement climatique? Qui est responsable du changement climatique? Historiquement. De prime abord, le changement climatique tel que nous le vivons aujourd'hui, on dit que c'est un changement climatique anthropique. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire qu'il est causé par l'homme. Donc, je dirais simplement, c'est l'homme, pas son activité. Mais si je m'arrêtais à ce niveau, je ne ferais pas preuve d'honnêteté intellectuelle. Il faut être honnête intellectuellement. Le changement climatique, certes, est causé par l'homme,
Mais quel homme? Qui? Nous tous, bien entendu. Mais... Parce que lorsqu'on parle de changement climatique, on dit bien, c'est le fait, si on a bien écouté, c'est l'émission qui n'est plus naturelle. Donc, c'est l'émission additionnelle des gaz à effet de serre. Le gaz à effet de serre lui-même n'est pas un problème, mais c'est son émission qui surpasse l'équilibre qui cause problème. Donc, celui qui est responsable, le responsable du changement climatique, c'est celui qui produit l'additif de gaz à effet de serre. Alors, tout le monde peut être responsable dans la mesure où l'équilibre dont nous avons parlé tout à l'heure a été rompu, peut-être parce qu'il y a aussi une augmentation de la population. Donc, la population qui augmente beaucoup plus, consomme beaucoup plus. Ou alors émet aussi beaucoup plus de gaz à effet de serre. Nous avons aussi les révolutions dans le transport. On ne se déplace plus à pied, on ne se déplace plus simplement avec des chameaux, avec des chevaux. On se peut aujourd'hui avec des voitures, des avions. Ça peut être aussi ça. On ne se chauffe plus seulement avec du bois. On se chauffe avec du chauffage. Ça peut être aussi cela. On ne téléphone plus avec du tam-tam. Il y a un coup de fil, il y a les mails qui... Bon, après, je ne sais pas sur le téléphone, on verra. Est-ce que le téléphone produit les gaz à effet de serre? On verra. On entrera dans cette affaire-là. Mais on peut dire globalement que c'est l'homme qui est responsable du phénomène du changement climatique. L'homme par son activité. Ben après, est-ce que tous les hommes sont responsables au même niveau? C'est une autre question. Est-ce que les pays africains ont contribué à la même échelle que les grandes puissances industrielles dans le phénomène du changement climatique? Ben, vous prenez justement le mot. C'est vrai que tout à l'heure, je disais qu'il faut être honnête intellectuellement, mais je m'étais comme absolu d'aller plus loin. Mais vous me relancez justement pour m'amener d'aller plus loin. Et donc, oui, lorsque je dis que les hommes, par leur activité, sont responsables du changement climatique, je suis conscient que c'est une lecture qui n'est pas fidèle, totalement fidèle du point de vue de la science, parce qu'il y a quand même, en fait, pas que ce n'est pas fidèle, mais c'est incomplet. L'homme est responsable, mais tous les hommes ne sont pas responsables de la même manière. Et donc, quand vous demandez si l'Afrique est responsable au même titre que d'autres coins du monde, si on a bien écouté, si vos internautes ont bien écouté le document que je viens de faire, on comprend qu'en réalité, celui qui produit le plus de gaz à effet de serre, c'est celui qui s'est le plus industrialisé. Donc, ça nous fait remonter à la révolution industrielle. On remonte à la révolution industrielle, justement. On situe justement le changement climatique parce que les scientifiques ont travaillé sur cette question. Les premiers scientifiques à aborder la question du changement climatique l'ont abordé en 1827, en 1827. C'était des physiciens, des mathématiciens qui ont commencé à dire attention, il y a un phénomène qui n'est pas bon. Nous sommes en 2026, ça fait 2 siècles. Nous sommes environ à 2 siècles. Donc, c'est depuis 1827 que certains scientifiques, mathématiciens, physiciens ont commencé à dire attention, la courbe telle que nous allons là n'est pas bonne. En 1950, il y a encore un groupe de scientifiques qui vont étudier la concentration de des gaz dans l'atmosphère pour se rendre compte que la quantité de dioxyde de carbone ou de gaz à effet de serre augmente à un rythme qui n'est pas normal, mais en comparaison de quoi? De la zone du moment pré-industriel. Donc, ils font des études en comparaison, ils se disent, avant la révolution industrielle, mais c'est vrai qu'on va situer ça en 1900. Ils vont situer la période de France aux années 1900. Donc, on va faire des comparaisons, prendre les concentrations. Les scientifiques le savent mieux que nous comment on fait ça. Donc, on va prendre une concentration. Enfin, un exemple, une souche, si vous permettez l'expression, de l'atmosphère. Et on va étudier la concentration des gaz à effet de serre dans cette atmosphère. Et donc, on va se rendre compte qu'avant 1900 et après 1900, on n'a plus les mêmes quantités de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et voilà, 1900, pourquoi? Parce que justement, c'est la période de référence des changements, de la révolution industrielle, qui va commencer en Grande-Bretagne en 1750. Même si on prend l'année refait 1900, la révolution industrielle commence en Grande-Bretagne en 1750 avec la révolution industrielle britannique, mais elle va se propager dans le reste de l'Europe et du monde occidental justement dans les années 1900. Oui, donc, on va prendre la référence comment on dit ça, la référence des années 1900. Donc, vous comprenez que révolution industrielle
est lié au changement climatique. Ces scientifiques vont nous amener à ces conclusions-là. Donc, quand ils vont regarder qu'il y a, à travers les études que je viens de dire, attention, les tonnes ou la quantité de carbone, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère augmente par rapport à ce qu'on avait avant la révolution industrielle. Et c'est vrai qu'il va y avoir des débats entre scientifiques, certains qui ne vont pas croire, les climato-sceptiques, mais on va arriver à un consensus à partir des années 1990-1992, avec la création de ce qu'on appelle le GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du changement climatique, un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du changement, sur l'évolution du climat en fait. On va se dire non, le changement climatique existe et justement il est lié de manière positive à la révolution industrielle. J'ai dit lié de manière positive, ça veut dire que c'est la révolution industrielle qui va créer ou qui sera la cause du départ du changement climatique. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on conclut donc que ceux qui sont les plus responsables, je dis bien les plus, parce qu'on a vu que l'humanité, l'homme de manière générale, par son activité, produit les gaz à effet de serre. Donc, on va voir que ceux qui sont les plus responsables du changement climatique sont justement ceux qui ont profité de la révolution, du moins qui ont créé, développé la révolution industrielle, qui ont choisi pour modèle économique l'industrialisation. Voilà. Et donc, pour répondre à votre question, vous comprenez que l'Afrique est moins responsable parce que l'Afrique n'a pas, du moins, ce n'est que maintenant, et même là encore, l'industrialisation là, est encore vérifiable. C'est encore le départ. Voilà. Donc, l'Afrique, non, n'est pas responsable au même titre que les autres pays du monde. Pourquoi les pays les moins pollueurs sont souvent les plus cités quand on parle de changement climatique? Dans les grandes conférences, la COP21 et tous ces événements qui parlent de changement climatique, d'écologie, pourquoi les pays les moins pollueurs sont les plus touchés? Parce que c'est beaucoup plus les pays les moins pollueurs dont ils parlent et on a l'impression que c'est les plus touchés dans ce phénomène de changement climatique. Donc, vous dites deux choses. D'abord, ceux dont on parle le plus, c'est ceux qui sont les plus touchés. Oui. Il va de soi qu'on parle plus de certains pays, notamment des pays du Sud, notamment des pays d'Afrique. Justement, vous avez raison parce que les internautes ou alors le commun du mortel, tout le monde peut avoir l'impression que lorsqu'on parle du changement climatique, c'est comme s'il y a un regard de certains vers l'Afrique et que la gouvernance globale, parce qu'il y a une gouvernance globale sur le climat, et on a l'impression que quand on parle du changement climatique, c'est un peu comme si on disait comment est-ce qu'on va faire pour aider un tel souffre trop, l'Afrique souffre trop. On a ce sentiment justement, oui. Donc, on parle beaucoup plus de l'Afrique, mais pas que. On parle beaucoup plus de l'Afrique parce que justement, l'Afrique semble être le continent le plus, ou l'espace le plus touché. Et, enfin, il ne semble pas, il est. Il est l'espace le plus touché. On a vu les conséquences, mais il est le plus touché justement pour un certain nombre de raisons. Et donc, j'entends le second volet. Donc, on parle plus de l'Afrique ou des pays du Sud parce qu'ils sont les plus touchés. Maintenant, pourquoi alors qu'ils sont les moins pollueurs? C'est l'autre partie de votre question. Je vais vous lire un propos, une citation une phrase que j'ai extraite de l'ouvrage de François Gemène dont je vous parlais tout à l'heure. Les internautes peuvent le rechercher. Très bon livre avec ses limites, avec ses qualités. François Gemène, Géopolitique du climat. C'est paru chez Armand Collins en 2021. Alors, il va dire ceci, à la page 10, je cite, « Les pays les plus touchés seront généralement, par un cruel hasard de la géographie, les pays qui sont les moindres émetteurs de gaz à effet de serre. » Et je reprends. Ok, c'est mieux. Les pays les plus touchés seront généralement, par un cruel hasard de la géographie, les pays qui sont les moindres émetteurs de gaz à effet de serre. C'est vrai que François Gemène, que j'aime bien, fait une petite nuance lorsqu'il dit généralement. Généralement. Mais implicitement, qu'est-ce que cette phrase veut dire? Que si les pays les moindres ou les moins émetteurs de gaz à effet de serre sont les plus touchés, ce serait parce que de manière, par un hasard, ils ont une position géographique qui n'est pas bonne. Okay. Cette citation semble vous répondre à votre question. Oui, parfaitement. Ils sont le plus touchés parce que géographiquement et par la force des choses, le hasard des choses, ils sont situés sur une zone géographique qui les rend plus vulnérables.
C'est pas totalement faux. C'est pas totalement, c'est vrai. Voilà. C'est pas totalement faux parce que certains pays se trouvent sur la côte de l'équateur, sont un peu plus exposés. Mais c'est pas totalement vrai comme vous l'avez dit. D'autres raisons, d'ailleurs même, quand on parle de plus touchés, on parle en réalité des plus vulnérables. Pourquoi les pays les moins pollueurs sont les plus vulnérables? Et quand on entrera dans ça, j'espère que vous avez réservé une question dessus, mais ils sont les plus vulnérables parce qu'on les a rendus plus vulnérables. Une dimension de la science, je ne le dis pas, mais certains auteurs, un peu comme s'ils répondaient à François Germain, disent que ce n'est pas une question de position géographique uniquement. C'est aussi une question de système politique. Ils sont les plus touchés ou les plus vulnérables parce qu'ils sont les moins disposants de ressources pour faire face. Donc, ils sont les plus vulnérables ou les plus touchés parce qu'ils sont les plus pauvres. Et ils sont les plus pauvres parce qu'on les a appauvris par un système politique. Et au-delà même de les avoir appauvris, on a le changement climatique qui est né parce qu'on les a colonisés. Merci beaucoup, M. Tamno-Jano. Nous prenons une courte transition et on se voit juste après. Nous espérons que jusqu'ici, vous êtes toujours là. Nous vous remercions pour des milliers de personnes qui nous suivent à travers le monde entier. Aujourd'hui, nous parlons donc de changement climatique avec l'expert Tamno-Jano que nous remercions toujours d'être sur notre plateau, qui répond toujours présent. Jusqu'ici, c'est le seul invité qui se prête à ce jeu d'échange questions sur des thématiques un peu brûlantes. Dernièrement, nous avons fait 3 éditions sur l'élection, tout ce qui concerne le processus électoral, et a proposé une solution très innovante. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous renvoie à nos anciennes vidéos. Pour aujourd'hui, nous sommes sur le changement climatique. Le changement climatique, c'est un phénomène qui ne date pas de maintenant. Nous l'avons dit tout à l'heure, ça date de la révolution industrielle. Pendant la révolution industrielle, l'Europe produit beaucoup. L'Europe consomme beaucoup. Quand je parle de consommer, c'est beaucoup plus de matières premières. Elle a tellement consommé ces matières premières au point elle a appauvri son sol, elle a appauvri sa nature et à un certain niveau, elle s'est dit, on n'arrive plus à produire, il nous faut de nouvelles matières premières. Et pour cela, il faut chercher de nouvelles terres. Et ces nouvelles terres, par le hasard, comme tout à l'heure vous l'avez dit, l'Afrique était là. Et ils sont donc venus en Afrique. Bon, on va vous laisser tout le processus de colonisation, mais ils sont venus en Afrique. La première raison, c'était pour trouver de la matière première. Si je me trompe, l'expert pourra me recadrer sur cela. En gros, le changement climatique en Afrique, ou alors tout à l'heure vous avez dit on a appauvri l'Afrique, ça vient du phénomène du changement climatique qui vient de la révolution industrielle parce que l'Europe avait tout, assez produit, voulait vendre et voulait plus produire, n'avait plus de matière première, s'est retourné vers l'Afrique pour avoir de la matière première. Est-ce que vous approuvez cela? Approuver quoi? Le fait que l'Europe ou bien la colonisation est un vecteur direct du changement climatique. Ah ben oui, totalement. Totalement. La colonisation, clairement, s'est établie par la science. La colonisation est cause du changement climatique et beaucoup plus en Afrique. Tout à l'heure, quand on a lu le propos de François Germain, vous vous rappelez, oui. où il disait que les plus touchés le sont généralement par un hasard géographique. Ben, écoutez, pour sortir ou pour expliquer comment la colonisation a été le vecteur qui a entraîné les changements climatiques, je vais utiliser, nous sommes dans un programme un peu pédagogique. Vous savez que j'ai toujours l'habitude d'utiliser les théories. Ouais. Donc, nous allons utiliser un peu une théorie qu'on appelle la théorie post-coloniale. Les études post-coloniales sont des études qui essayent un peu comment dire ça, d'étudier la gouvernance mondiale, le système mondial à travers les continuités coloniales. Donc, on étudie un peu la gouvernance, les rapports de force à l'échelle mondiale à la lumière des rapports de colonisation. Et donc, lorsque vous parcourez les travaux des auteurs postcoloniaux, ils sont tous d'accord sur le fait qu'il y a une relation, pas simplement une corrélation, parce que la corrélation veut dire que les deux phénomènes sont liés, mais ils disent qu'il y a une relation de causalité entre colonisation et changement climatique. Alors,
Comment exactement? Vous avez commencé à dire que l'Europe, lorsqu'elle va s'industrialiser, aura besoin de matières premières, etc. Ben oui. Lorsque l'Europe découvre, choisit pour modèle économique l'industrialisation. Parce que il faut savoir, lorsqu'on a dit, permettez que je fasse ces éléments pédagogiques. Lorsqu'on dit que c'est l'excès de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui crée le changement climatique, qui crée le forçage radiatif, on dit justement que c'est celui qui produit ces gaz à effet de serre qui en est le plus responsable. Alors, dans les activités de l'homme qui produisent les gaz à effet de serre, vous avez toutes les activités économiques qui produisent de l'énergie, notamment de l'énergie électrique. Vous avez des activités de l'homme qui lui permettent de créer ses industries. Vous avez les activités de l'homme qui lui permettent de faire ses voyages, etc. Revenons sur les deux premiers, c'est-à-dire les activités de l'homme dont le but, c'est de produire l'énergie, notamment l'énergie électrique. Premier élément. Deuxième élément, vous avez justement les activités de l'homme qui sont basées sur l'industrialisation excessive, dans le modèle économique d'industrialisation. Lorsque, en Grande-Bretagne, en 1750, on est dans la révolution industrielle. Et qu'on propage ce modèle de révolution industrielle à l'ensemble de l'Europe jusqu'aux années 1900-1800. L'Europe s'industrialise. Et l'Europe a donc besoin de quoi pour s'industrialiser? De l'énergie. De l'énergie, d'abord. Vous avez besoin de lumière. Vous avez besoin de produire l'énergie électrique parce que l'énergie électrique n'est pas simplement liée à la lumière. Les gens résument l'énergie électrique à la lumière. Le fait qu'on voit tous ces appareils allumés, la lumière. Vous avez souvent besoin d'énergie électrique pour faire fonctionner vos moyens de production agricole. Vous avez besoin d'énergie électrique. Pour les faire fonctionner de manière plus rapide. Plus rapide. Donc, pour que vos machines fonctionnent, pour que votre industrie même fonctionne, vous avez besoin de produire de l'électricité ou du moins de produire l'énergie électrique. Il faut une forte production. Or, vous prenez la matière première pour produire cette électricité. Lorsque nous sommes dans les années 1800, c'est grâce à l'énergie fossile. Charbon, pétrole, mais vous prenez ça où? Il faut donc rechercher ça. Est-ce qu'il n'avait pas sur place avant que c'est fini ou bien... Bien sûr. Et plus vous produisez, plus vous en avez besoin. Plus vous consommez, c'est ça. Ça finit et plus vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Ensuite, lorsqu'on a parlé d'industrie, il faut aussi des matières premières pour faire le café. Quand on fait l'industrie du café, l'industrie de je ne sais trop quelle consommation, il vous faut le café. Voilà, vous avez besoin de ces matières premières, du blé, etc. Vous en avez besoin. Donc, vous avez besoin de matières premières pour produire votre énergie, du charbon, du pétrole, etc. Vous avez aussi besoin des matières premières pour fonctionner pour faire fonctionner votre industrie. Donc, vous partez prendre ça où? On va donc en Afrique. On va dans ce qu'on appelle les pays du Sud pour chercher ces matières premières. Mais lorsqu'on y arrive dans ces zones, qu'est-ce qui va se passer? On va traiter la nature comme si la nature, quand je dis on, c'est-à-dire les colonisateurs, ils vont traiter la nature comme si elle leur appartenait, comme si on pouvait en faire ce qu'on veut. On va marchandiser la nature. D'ailleurs, des philosophes ont dit à un moment donné que ce qui importe maintenant pour l'homme, c'est de posséder la nature. Vous vous souvenez, je ne sais plus, c'est Karl Marx, c'est Petro qui le disait, les internautes trouveront le nom du philosophe, il faut posséder la nature. Donc lorsqu'on va arriver en Afrique, on va creuser, on va forer la terre pour chercher charbon, pour chercher pétrole. Là où les Africains, les peuples autochtones, faisaient une agriculture diversifiée, cacao, blé diversifié, on va venir faire de la monoculture. Donc, on va tuer la diversité. Là où il y avait des espaces verts, vous vous rappelez des forêts, vous vous rappelez au début le rôle des forêts dans l'équilibre climatique. Donc, pour justement trouver ces matières premières, on va mettre au sol de grands espaces forestiers. On va détruire la forêt, on va creuser le sol. Et lorsque vous creusez le sol, il y a des matières enfouies dans le sol que vous faites remonter à la surface de la terre. Et ces matières, vous les mettez où? Certains, quand on est trop chanceux, le colon pouvait prendre et mettre dans des cours d'eau. Mais c'est polluant. Vous avez pollué l'eau. Et vous avez donc tué la faune qui était dans cette eau.
lorsque vous avez fait monter certains produits, vous avez transformé, comment dire, la composition du sol. Donc, le sol ne peut plus avoir, comment dire ça, la même structure qu'elle avait au départ. Donc, c'est un sol qui ne sera plus fertile sur certaines durées. Vous voyez? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a carrément transformé l'environnement des Africains. Et pas pour le bien de ces Africains, mais pour justement extraire le matériel dont on avait besoin pour aller se développer ailleurs. Donc, on a maintenu l'Africain dans un système de précarité, de pauvreté, tout en déformant, tout en dégradant le rapport qu'il avait avec l'environnement et en détruisant cet environnement. Voilà donc le lien que vous faites. Parce que vous voyez comment le sol est dégradé. Comment les forêts sont abattues, les forêts qui auraient pu permettre justement qui étaient des puits pour absorber l'excès de gaz à effet de serre. On vous a dit, les forêts donnent, mais aussi absorbent. Donc vous coupez, vous faites ce qu'on appelle la déforestation. Pendant que vous êtes en train de faire de la déforestation, vous êtes en train de dégager davantage des gaz à effet de serre, mais qui les absorbent. Les océans qui auraient pu les absorber, vous les polluez en mettant justement des déchets issus de vos fourrages. Vous voyez? Donc, tout ce système, justement, va créer le changement climatique et bien plus, va rendre les populations plus vulnérables. Le changement climatique. On verra une autre dimension de cette affaire lorsqu'on parlera peut-être certainement, si c'est prévu dans vos questions, de la gouvernance climatique. Donc, c'est établi, c'est un fait, les études postcoloniales le démontrent, les pays les plus touchés aujourd'hui le sont du fait de la colonisation qui les a appauvris et qui a détruit les relations avec l'environnement. À la base, je comptais produire cette émission d'un numéro, mais je me rends compte qu'il y a tellement à dire sur le phénomène de changement climatique. Donc, vous allez peut-être nous excuser pour ce numéro. Nous n'allons peut-être pas entrer en profondeur en ce qui concerne le cas de l'Afrique. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro pour vraiment entrer en profondeur pour le cas de l'Afrique. Je vous assure, monsieur Tadonsa, que j'ai fait l'effort d'être le plus bref parce que vous m'avez donné à peu près le timing à respecter. Et il y a beaucoup à dire sur cette question, mais bon, nous sommes tenus vivement qu'il y ait un deuxième numéro pour éclairer la lanterne de nos internautes. Donc, on se rend donc compte que c'est un phénomène qui vient de la révolution industrielle, la colonisation, et comme on le dit au quartier, l'Afrique passe à la caisse. Actuellement. Par un hasard de choses, il est le moins pollueur, mais il est le plus pointé du doigt quand on fait des conférences. Il est le plus touché. Le plus touché dans les COP21, toutes ces grandes conférences. Les jeunes ne sont vraiment pas au courant de cela. Ils subissent, tout comme les jeunes ne sont pas au courant de la vie politique de certains pays. Ils subissent aussi seulement. Donc on se rend compte que l'Afrique devient vulnérable quand on parle de changement climatique. Donc, les impacts directs, on a déjà parlé de l'agriculture et consorts. Le changement climatique, est-ce qu'il menace la stabilité politique des pays africains? Ben oui. Ben oui, le changement climatique, on l'a dit, il menace la stabilité politique des États. Lorsque vous avez une population qui de plus en plus a du mal à se nourrir, elle va s'adresser à qui? Lorsqu'on vous dit qu'un ménage sur deux risque de ne plus avoir de quoi manger, là, nous sommes à l'horizon 2050, à l'horizon 2100. On risque encore d'entrer dans une guerre des territoires. Une guerre civile. Lorsque vous avez... c'est-à-dire que cette population va dire à l'ordre régnant, mais nous avons faim. Ça menace l'ordre politique, ça menace la stabilité politique. Lorsque vous avez des peuples qui vont commencer à se disputer pour de l'eau. Monsieur Lionel Simo, est-ce que vous savez combien de personnes aujourd'hui en Afrique sont sans accès d'eau? Pas vraiment. 200 millions d'Africains. 200 millions d'Africains. 200 millions d'Africains, actuellement, où je vous parle en Afrique, sont sans accès d'eau. Là, ce sont des chiffres officiels. Ben, c'est François Gémen qui le dit. Ça peut être plus. C'est pour ça que je dis. Ça peut être plus parce que c'est des chiffres officiels. Et il dit que d'ici 2050, ce nombre va tripler. Donc, on serait près à plus de la moitié du milliard. Ben, exactement, vous avez compris. Nous aurons 600 milliards. Millions autant pour moi. 600 millions d'Africains sans accès à de l'eau. Alors, une telle situation, ça ne fragilise pas un État? Très, très. On n'entre pas dans un conflit politique? Et cela justifie le fait peut-être que beaucoup de pays ont les yeux sur une terre vierge, le Groenland,
les États-Unis, la Russie, tout le monde a les yeux dessus, parce qu'ils savent peut-être que d'ici à là, ils seront en manque de ressources naturelles, donc du coup, il faut de nouveaux territoires. Oui, exactement. J'espère qu'on reviendra sur cette question pour ne pas la survoler, parce que ce sont des questions d'enjeu international. Donc, vous n'avez pas que le Groenland, vous avez le Congo en termes de stabilité. J'espère vivement qu'on reviendra sur ces questions, parce que je n'ai pas vraiment pris le temps d'expliquer, compte tenu du temps que vous me donnez, mais je n'ai pas vraiment pris le temps d'entrer dans les détails de la stabilité ou des conflits, des changements climatiques et sources de conflits dans le monde. Mais ce qu'on peut dire à ce niveau, c'est que oui, les changements climatiques posent un problème d'accès aux ressources naturelles. De toutes les façons... Et ces ressources naturelles vont créer des compétitions entre États. Déjà à l'intérieur de l'État, mais aussi entre États. À l'intérieur des États, entre États et États, entre continents. Pourquoi pas? Donc, aujourd'hui, dans ce numéro, nous sommes beaucoup plus restés sur... Voilà, je veux dire quoi? S'il faut parler en termes de repas, du déjeuner sur le changement climatique, de manière globale, nous avons essayé de brosser la définition de manière simple. Nous sommes revenus sur l'historique du changement climatique, les impacts que ça a actuellement. Nous avons cité un auteur, beaucoup plus que vous avez étudié aujourd'hui, François Germain et son article que vous avez lu. Et nous avons chuté sur l'Afrique, qui va être le titre de notre prochain numéro sur le changement climatique. L'Afrique au cœur du changement climatique entre conflits internationaux et conflits internes. C'est ici que s'achève ce numéro. Avant de clôturer ce numéro, il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent en Afrique. Quel mot tu peux leur dire à propos du changement climatique? Il y a des jeunes qui nous regardent, il y a des politiques qui nous regardent. On se rend compte que, tout comme la vie politique, les jeunes ne sont pas assez éduqués en politique pour même faire question de changement climatique. Est-ce qu'il faut une campagne de sensibilisation pour préparer l'avenir? Est-ce qu'il faut intégrer cela dans un programme scolaire pour préparer l'avenir? C'est vous l'expert en politique. Monsieur Simo, merci pour cette tribune. Vous savez, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit au début de l'émission lorsqu'on définissait les changements climatiques. Nous avons bien dit que les gaz à effet de serre qui aident la Terre à se réchauffer et dont l'abondance permet justement de piéger beaucoup plus de chaleur qu'il n'en fallait, mettent au moins 50 ans, pour certains 100 ans, dans l'environnement avant de disparaître. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que les gaz à effet de serre qui sont produits aujourd'hui où nous parlons produiront leurs effets au moins dans 50 ans, 30 ans, 40 ans, 100 ans. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat des gaz qui ont été émis il y a 50 ans, il y a un siècle. Cela voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le changement climatique touche les générations actuelles et les générations futures. Et cette donnée importante ne sont pas des générations futures. Cela voudrait dire que les jeunes qui nous écoutent ne doivent pas percevoir le changement climatique comme une question qui ne concerne que les vieux. Entre guillemets, parce que jeunes vieux sont devenus des enjeux politiques où on se dit non, la politique c'est pour les vieux, c'est pour les jeunes, il faut que les jeunes fassent la politique. Non. Les jeunes doivent comprendre que nous sommes dans quelque chose qui n'est pas politique politicienne. On parle là clairement de leur existence. Est-ce qu'ils pourront, dans 50 ans, c'est pas loin, en 2050, en 2100, est-ce qu'ils seront vivants? Ou alors est-ce qu'ils pourront vivre? Ou est-ce que leurs enfants pourront vivre sur cette planète Terre? C'est tellement important cette question. Un homme politique aujourd'hui peut se permettre de faire ce qu'il veut en sachant qu'il mourra. Et qui ne sera pas concerné par les effets plus graves du changement climatique. Mais le jeune qui nous écoute, qui a 7 ans, qui a 10 ans, qui a 15 ans, qui a 18 ans, qui a 20 ans, il faut qu'il comprenne que ce n'est pas une question qui concerne que les autres, qui concerne que l'Europe, qui concerne que les papas ou les vieux. Ça le concerne lui directement. Donc à ces jeunes, je demande clairement de se lever. Réveillez-vous, parce que la question du changement climatique vous touche directement. Informez-vous. Mettez une forme de pression politique saine sur vos leaders politiques pour qu'ils vous disent où est-ce qu'ils sont avec des politiques liées au changement climatique. Cela est encore plus vrai
comme nous l'avons vu tout à l'heure en disant que le changement climatique est lié à la colonisation. C'est là encore plus fort parce que le changement climatique est certainement l'une des portes les plus officielles par laquelle la recolonisation de l'Afrique est en train de se faire. Donc aux jeunes, c'est une question, je dirais, comme les réalistes disent, d'intérêt national. C'est une question existentielle que les jeunes se réveillent parce que l'un n'est plus simplement à la fête, l'un n'est plus aux discussions qui, à la limite, ne nous apportent rien, mais l'un est à un éveil politique, à une prise de conscience, à une réelle participation politique. Interrogez, saisissez, interpellez vos leaders politiques et au besoin, entrez en politique pour définir des politiques qui vont nous permettre de bien gérer cette question de changement climatique. Sinon, la colonisation nous fera. Après vous avoir écouté tout au long de cette émission, on constate que le changement climatique n'est pas seulement une question de degrés Celsius, c'est une question politique, c'est une question historique, c'est une question culturelle aussi. Et voilà, nous avons... À venir. Alors vous jeunes, vous nous avez écouté l'expert en politique. Devez-vous entrer en politique. Comme Frantz Fanon disait, chaque génération son combat. Faisons du changement climatique notre combat pour que demain nos futures générations puissent vivre de manière saine. Alors, le changement climatique n'est donc pas question de degrés Celsius, c'est aussi question de politique. Et il faut entrer en politique parce que si tu ne fais pas la politique, c'est la politique qui te fera. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir écoutés. On se dit à la prochaine pour le prochain numéro qui sera consacré sur le changement climatique et l'Afrique. Mesdames et messieurs, bonsoir.